Nous sommes ce soir avec Perrine Tarnot, directrice de l'information à Public Sénat. Bonsoir Perrine. Bonsoir Clémentine. Et Richard Verly, correspondant en France du média suisse Blick. Bonsoir Richard. Bonsoir. Ravi de vous retrouver tous les deux. Alors Jean-Marie Le Pen, figure historique de l'extrême droite française, a été inhumé hier après-midi dans le cimetière de sa ville natale de la Trinité-sur-Mer. C'est dans l'ouest de la France. Une cérémonie, on l'a vu, organisée dans la plus stricte intimité familiale. Ces obsèques, c'était pas un rendez-vous politique. Ah non, c'est un rendez-vous, comme vous l'avez dit, dans la plus stricte intimité familiale. Un rendez-vous peut-être un peu plus politique, ce sera jeudi. Il y a une messe qui va être célébrée à Paris. Et là, les militants du Front National et du Rassemblement National pourront venir lui dire au revoir et lui rendre un dernier hommage. Donc c'est d'ailleurs un peu ce que craint le Rassemblement National, c'est que ça devienne effectivement un rendez-vous politique gênant pour Marine Le Pen et tout ce parti politique, parce que des éléments plus radicaux de l'histoire du Front National pourrait être présent et faire polémique. Et jusqu'à présent, c'est vrai que depuis la mort de Jean-Marie Le Pen, le Rassemblement National a essayé d'éteindre un peu toutes les polémiques liées à Jean-Marie Le Pen. Alors justement, on va s'intéresser à ce qu'a été la réaction publique de Marine Le Pen. Elle a écrit sur la plateforme X: un âge vénérable avait pris le guerrier et nous avait rendu notre père. La mort est venue nous le reprendre. Beaucoup de gens qui l'aiment l'attendent là-haut. Beaucoup de gens qui l'aiment le pleurent ici-bas. Bon vent, bonne mère, papa. Marine Le Pen, elle parle de son père, mais pas vraiment de l'homme politique. C'est ça qui est intéressant. Évidemment, parce que l'homme politique, elle s'en était distancée. Et l'homme politique, elle l'avait même marginalisé. Rappelons qu'elle l'avait fait exclure du Front National, devenu le Rassemblement National, et qu'elle s'est construite à partir d'un certain moment contre lui. Vous vous souvenez de ce défilé pour Jeanne d'Arc, cette date qui est si symbolique pour le Front National de l'époque, le 1er mai, où il s'était imposé à une manifestation alors qu'il n'était pas prévu. Donc bien évidemment, il lui faut boucler, je dirais, cette trajectoire de vie en se comportant comme ce qu'elle est, une fille qui aimait son père, mais clairement une responsable politique qui ne veut rien avoir avec l'héritage politique de Jean-Marie Le Pen, le guerrier, le patriarche, bref, le leader d'une extrême droite très, sinon anti-républicaine, du moins très rétive à la République d'aujourd'hui. Oui, la vraie héritière, finalement, c'est peut-être Marion Maréchal Le Pen, qui, elle, a publiquement dit qu'elle allait poursuivre le combat de son grand-père. Oui, enfin, j'ai l'impression que Marine Le Pen a sans doute, elle aussi, l'impression de continuer la route qui a été tracée par son père. Marine Le Pen, qu'on a vu tout de même très atteinte par la disparition de son père, parce que même si, effectivement, ils n'ont pas été d'accord ces 10 dernières années, elle était très attachée à cette figure paternelle. Alors peut-être que Marion Maréchal va reprendre le flambeau. Pour l'instant, elle est un peu en perte de vitesse. Marion Maréchal Le Pen, elle n'a plus vraiment de parti. Elle s'est brouillée avec Éric Zemmour. Elle n'a pas réintégré le Rassemblement National. Et celle qui, pour l'instant, quand même réussit à tourner cette page du Front National de Jean-Marie Le Pen, c'est Marine Le Pen, avec le Rassemblement National qui est pour l'instant en tête plutôt des sondages en France. Alors mardi, jour du décès de Jean-Marie Le Pen, ça a été quand même une journée particulière pour Marine Le Pen, sa fille. On rappelle qu'elle elle revenait de Mayotte, elle était dans l'avion Mayotte, où elle a eu d'ailleurs un petit accident de bateau qui ne l'a pas blessée. On a vu cette image qui a un petit peu circulé sur les réseaux sociaux de Marine Le Pen qui vient d'apprendre dans l'avion le décès de son père. Elle est en pleurs, en chaussettes. L'image peut surprendre, elle a été prise par des journalistes. Est-ce qu'une image, ça peut servir en politique, une image comme celle-là, est-ce que ça peut contribuer à humaniser, à dédiaboliser le Rassemblement National? Alors oui, une image peut contribuer à humaniser une candidate ou un candidat. Dans le cas de Marine Le Pen, je ne pense pas que ce soit ce dont elle ait besoin maintenant. Elle n'est pas perçue comme une candidate, je dirais, détestable, éloignée du peuple. Au contraire, elle est plutôt perçue, j'allais dire, presque comme une maman protectrice pour beaucoup de gens qui votent pour elle parce qu'elle promet davantage d'aide sociale, elle promet de prendre soin d'eux. Donc sur ce terrain-là qui est, je dirais, celui de la compassion et du sentiment, il me semble que Marine Le Pen, elle fait carton plein et que la disparition de son père ne va pas changer les choses. En revanche, elle doit faire attention à ce qu'effectivement, jeudi, comme l'a très justement dit Perrine, il n'y ait pas, je ne sais pas, des manifestations non contrôlées de vieux briscards, de vieux guerriers du Front National qui lui rappellent qu'elle est l'héritière, mais qu'elle est l'héritière d'un homme qui avait des convictions solidement d'extrême droite. Solidement d'extrême droite.
droite. On se souvient de ses propos sur les chambres à gaz, qui n'étaient, selon lui, qu'un détail de la Seconde Guerre mondiale. Le fait aussi qu'il était accusé d'avoir torturé des rebelles en Algérie. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, finalement, des idées racistes, antisémites de Jean-Marie Le Pen au sein du Rassemblement national? Jean-Marie Le Pen, c'est effectivement plus d'une vingtaine de condamnations pour propos racistes, antisémites, etc. Qu'est-ce qui reste de Jean-Marie Le Pen au sein du Rassemblement national? Effectivement, dans la partie la plus extrême du Rassemblement national, il y en a qui portent encore cette idéologie vraiment d'extrême droite, mais que Marine Le Pen a cherché à tout prix à écarter ces dernières années. C'est toute la volonté de dédiaboliser, on emploie toujours ce terme, mais dédiaboliser le Rassemblement national et donc le nettoyer de ces éléments les plus radicaux pour que justement le discours du Rassemblement national et donc de ses leaders, Jordan Bardella, Marine Le Pen, soit le plus lisible par tous et puisse attirer enfin faire la jonction avec la droite républicaine, la droite la plus classique. Alors parlons des autres réactions politiques, par exemple celle de Jean-Luc Mélenchon. Lui, il dit « Le respect de la dignité des morts et du chagrin de leurs proches n'efface pas le droit de juger leurs actes. Ceux de Jean-Marie Le Pen restent insupportables. Le combat contre l'homme est fini. Celui contre la haine, le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme qu'il a répandu continue. » Réaction plutôt attendue. Réaction attendue, mais qui a été très commentée, parce qu'elle est intervenue très vite. Il aurait peut-être pu, Jean-Luc Mélenchon, se ménager quelques heures, sinon de deuil, du moins d'attente. Les réactions sur les réseaux sociaux ont été quand même très fortes, mais effectivement, si on lit le message comme ça maintenant, c'est clairement quelqu'un qui dit « l'homme, c'était l'homme », mais on ne pouvait pas ne pas combattre ses idées. Ces idées politiques. Et puis il y a eu ces réactions de Parisiens. On a vu ces scènes qui ont suscité beaucoup de commentaires de Parisiens qui descendent dans la rue, place de la République, pour fêter la mort de Jean-Marie Le Pen. Alors il y a eu beaucoup de réactions, ça a choqué beaucoup de monde. Ils n'étaient pas si nombreux que ça. Y compris, ils étaient, non mais bon, voilà, en tout cas ils ont fait... On a beaucoup vu ces images-là, mais ils ont beaucoup fait parler d'eux. Voilà, ils ont beaucoup fait parler d'eux, mais ils n'étaient pas si nombreux que ça. Et effectivement, est-ce qu'il fallait aller manifester le jour même de la mort de Jean-Marie Le Pen? J'en suis pas si certaine. C'était la première fois qu'on voyait une scène comme ça en France? Écoutez, je sais pas, il faut que je réfléchisse, mais de mémoire, le soir même de la mort de quelqu'un, oui, ça arrive pas si souvent quand même. Plutôt rare. Venons-en à cette nouvelle crise politique entre la France et l'Algérie. Depuis début janvier, les propos haineux de plusieurs influenceurs algériens ont été signalés aux autorités françaises. Paris a décidé d'expulser l'un d'eux vers l'Algérie, mais Alger a refusé de l'accepter sur son sol et a donc renvoyé cet influenceur immédiatement en France. Pour Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, l'Algérie cherche à humilier la France. On l'écoute. On ne peut pas, la France ne peut pas supporter cette situation. Et je pense qu'en gardant notre sang-froid, mais notre détermination à défendre nos intérêts, qu'on doit désormais évaluer tous les moyens qui sont à notre disposition, je dis bien tous les moyens qui sont à notre disposition vis-à-vis de l'Algérie. Voilà, tous les moyens qui sont à notre disposition. Il fait référence à quoi, Bruno Retailleau? Alors, il fait évidemment référence à ce fameux accord de décembre 1968. Vous savez, cet accord est beaucoup commenté. C'est un texte qui permettait aux Algériens, qui permet toujours, parce qu'il n'a pas été dénoncé jusque-là, de bénéficier de facilités à la fois d'arrivée en France. Ils n'ont pas besoin de visa s'ils restent seulement 3 mois, et d'installation, c'est-à-dire qu'ils peuvent assez rapidement demander un permis de séjour de 10 ans. Eh bien, cet accord de 1968, qu'il faut le rappeler, a été à l'époque négocié largement aussi à la demande de la France, car il s'agissait d'importer une main-d'œuvre économique. Bien évidemment, le contexte a changé. Est-ce qu'il va être dénoncé ? Peut-être. Est-ce que sa dénonciation sera la bonne riposte? Ce n'est pas sûr, parce qu'encore une fois, n'oublions pas que dans ce cas de figure, on l'a vu, l'Algérie est prête à faire des choses, je dirais, a priori non acceptables, puisqu'il s'agit de ne pas tolérer le retour d'un de ses ressortissants sur son territoire. Quand même une petite appréciation, moi je suis surpris que le ministère des Affaires étrangères français n'ait pas anticipé cette possibilité, ou alors était-ce une forme de mise en scène, mais quand même, subir une telle gifle à l'aéroport d'Alger, être obligé de rembarquer un expulsé, c'est pour un État quand même un échec.
Et pour aller plus loin sur cet accord que vous évoquiez, eh bien, je vous invite à consulter notre article sur le site de TV5 Monde, article intitulé France-Algérie. Quel est cet accord de 1968 contesté par certains politiques français? Alors pendant ce temps, le Premier ministre François Bayrou, lui, prépare son discours de politique générale. C'est un peu la semaine de tous les dangers pour François Bayrou. Ah, c'est sûr qu'effectivement, ça va être un vrai test pour François Bayrou. Est-ce qu'il va réussir à trouver un accord avec la gauche? On a vu que tous ces derniers jours, son nouveau ministre de l'économie, Éric Lombard, négocie ferme avec le Parti socialiste, mais aussi avec les écologistes et les communistes pour essayer de trouver un terrain d'entente, un accord de non-censure. Ça, c'est le vocabulaire employé par le Parti socialiste. Alors, on parle beaucoup d'une suspension de la réforme des retraites de 2023, celle à laquelle s'était beaucoup opposée évidemment la gauche et dont elle réclame l'abrogation. Pour l'instant, j'ai l'impression que les communistes et les écologistes voteront la censure, la motion de censure qui va être déposée à l'issue de la déclaration de politique générale mardi. Est-ce que le Parti socialiste va trouver cet accord de non-censure avec le gouvernement? À l'heure actuelle, les négociations se poursuivent. Les socialistes mettent beaucoup de choses sur la table. Mais ce que François Bayrou gagne d'une main à gauche, il le perd à droite, puisque Gérard Larcher, par exemple, dans le Parisien aujourd'hui, dénonce une suspension possible de la réforme des retraites. Donc vraiment, la ligne de crête pour François Bayrou, elle est très, très, très étroite. Une ligne de crête très étroite. Vous êtes d'accord, Richard? Oui, absolument. Alors là, il y a un élément de calendrier imprévu plutôt favorable à François Bayrou, c'est que la motion de censure déposée par la France Insoumise sera examinée le 16, qui est le jour de l'hommage à Jean-Marie Le Pen qui aura lieu. Donc Marine Le Pen, quand même, ça la met dans une position, je ne dis pas que ça Elle a dit qu'elle ne voterait pas la censure. Voilà, de toute manière. Façon, donc je dirais il y aura un sursis de fait. Le gouvernement Bayrou ne tombera pas cette semaine. Mais encore une fois, quelle concession sur la réforme des retraites? Plus grave peut-être que simplement la rébellion de la droite qui ne veut pas qu'on y touche, il y a les marchés financiers. Les marchés financiers sont en embuscade. Nous sommes en début d'année. S'en prendre à la dette française, c'est possible. Un certain nombre de fonds spéculatifs sont prêts à le faire et ils attendent pour ça un signal. Ça pourrait être la remise en cause des retraites. Maintenant, comment Éric Lombard va préparer son paquet? La seule manière, ce serait d'avoir d'un côté la remise en cause, suspension, abrogation de la réforme de retraite, et d'un autre, un élément qui puisse être rassurant sur le budget. Pour l'instant, on ne voit pas trop ce que ça peut. Oui, c'est vrai que la conjoncture économique est très, très inquiétante parce qu'on vient de calculer que là, l'instabilité politique pourrait nous coûter au moins 0,3 points de croissance en 2025. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Perrine Tarnaud et Richard Verly. Merci.